infiniment à l'Alliance Digitale pour sa confiance renouvelée. Je vais prendre un gros quart d'heure pour vous parler des tendances 2025 et de l'IA au service du marketing, mais aussi de l'expérience client. Donc, je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste chez Forrester. Forrester, c'est un cabinet indépendant. On est entre la marque et l'ensemble de ses prestataires. Alors, c'est vrai que ça fait 2 ans que tous les jours on parle d'IA générative. C'est vrai que c'est une rupture et comme ça a été évoqué à la fin du panel, ça va induire beaucoup de transformations dans les organisations. Pour autant, il y a beaucoup de buzz aussi et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une priorité des directions marketing ? Alors nous, au-delà de l'accompagnement qu'on fait de manière quotidienne avec nos clients, et puis des interviews qualitatives qu'on mène très régulièrement, on fait aussi des études quantitatives auprès de ces mêmes dirigeants marketing. Donc on en a interrogé un peu plus de 1000 et on leur a posé la question de quelles sont vos priorités pour l'année 2024, quelles étaient vos priorités pour les 12 prochains mois et ce qui est difficile à exécuter dans ces priorités. Eh bien, quand on regarde le top 5, qu'est-ce qu'on voit ? Ce n'est pas une énorme surprise. On l'a évoqué ce matin avec Nicolas déjà, c'est la data, le cookie-less, parce que c'est évidemment ce qui va nourrir l'intelligence artificielle et les algorithmes, que ce soit avec de l'IA prédictive ou de l'IA générative. C'est aussi la capacité, évidemment, à démontrer la valeur du marketing, surtout en ce moment. C'est-à-dire que ce n'est pas un centre de coûts, mais c'est bien un centre de revenus. Donc on a évoqué le MMM un peu plus tôt dans la matinée, et ces modèles économétriques, c'est important. La capacité à gérer les partenaires, qui est toujours une difficulté, parfois, avec de multiples agences, de multiples acteurs du SaaS, beaucoup de startups, et puis aussi l'orchestration interne. Et ce qui est un petit peu nouveau cette année, ou qui n'était pas dans le top 5, en tout cas dans les années précédentes, c'est les enjeux de communication autour de l'ESG. Alors, les slides sont en anglais, mais je vais évidemment parler en français. RSE, tout simplement. Et ça, c'est nouveau. Et c'est difficile, mais ce n'est pas tellement difficile d'un point de vue de communication. Évidemment qu'il faut éviter le greenwashing. C'est surtout difficile parce qu'il faut transformer un modèle économique. Il faut transformer des offres. Il faut aller vers une consommation plus responsable. C'est ce qui a été évoqué ce matin assez brillamment par le patron de Fnac Darty. Alors il y a une autre entreprise que je voulais citer parce que je trouve qu'ils font des efforts très intéressants et depuis longtemps et qui est une marque qui se développe beaucoup à l'international. C'est Decathlon parce qu'ils font beaucoup d'essais, de tests sur de nouveaux modèles économiques et qui font aussi beaucoup d'éco-conception de leurs produits. Plus d'un tiers des produits sont éco-conçus et sur tous les nouveaux modèles économiques, qu'on aille sur du leasing, de la seconde main, de la location, l'objectif c'est d'avoir un chiffre d'affaires en 2026 de 10% lié à ces produits-là. Donc l'enjeu c'est bien de piloter le modèle économique et de le faire pivoter. Après, la question se pose sur 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a refait une étude quantitative plus récente. L'étude totale va bientôt ressortir, mais on l'a fait auprès de 120, un peu plus de 120 directeurs marketing. Et on leur a demandé quelles sont vos principales initiatives. On en a listé une quinzaine, vingtaine même, je crois. Et on leur a demandé de choisir un top 3. Et dans ce top 3, alors, encore une fois, ce n'est pas simplement du buzz, il y a cette problématique de l'IA qui ressort de manière très forte, l'IA générative, mais on voit aussi d'autres choses qui ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas une surprise de voir la personnalisation, ce n'est pas une surprise de voir les sujets liés à la notoriété de la marque. Ce qui est un petit peu nouveau et qui a pris un peu plus d'ampleur par rapport aux années passées, c'est l'influencer marketing, parce qu'on voit bien que les réseaux sociaux ont explosé partout et ça fait pas mal d'années déjà que les uns et les autres prévoient l'explosion du social commerce. Et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps, mais qu'en Europe, on pense que ça y est, ça va vraiment décoller l'année prochaine. Ça a déjà beaucoup explosé en Asie du Sud-Est, mais on estime qu'en 2025, près de 10% des budgets de performance marketing vont basculer sur du social commerce. On le voit, TikTok, c'est piloté depuis l'Angleterre, mais sur la zone IMIA, c'est déjà plus de 2 milliards de dollars de revenus sur le social commerce. Alors, je sais qu'ici, à l'Alliance Digitale, on parle beaucoup de médias, on parle beaucoup d'adtech, et puis là, je vous parle de transfert de budget média. Il y a une chose dont on a paradoxalement, étonnamment,
peut parler aujourd'hui, c'est l'expérience client. Moi, si j'étais à la place d'un direction marketing, je supprimerais ou je pivoterais ou je basculerais davantage de mon budget média et publicitaire sur de l'expérience client. Pourquoi? Parce que l'expérience client, elle est en baisse. Elle est en baisse depuis 2021 et vous voyez que ça fait un paquet d'années qu'on a un baromètre qui mesure la valeur perçue par les consommateurs. Et c'est une opportunité fantastique pour se différencier. Alors pourquoi elle est en baisse? Parce que, vous l'avez vu, on l'a entendu tout à l'heure, les prix ont beaucoup augmenté, les consommateurs ont bien vu qu'ils avaient moins de valeur pour le même prix, et ils ne sont pas revenus au niveau d'avant Covid, et ils ne reviendront pas. Mais aussi parce que beaucoup d'entreprises n'investissent pas stratégiquement dans l'expérience client comme une discipline transverse d'entreprise. Et donc c'est une opportunité de se différencier, il faut arrêter, entre guillemets, d'être obsédé par un score, le NPS, pour voir la valeur qu'il délivre, et être réellement obsédé par ses clients. Alors vous allez me dire, ok, tout ça très bien, c'est des grandes tendances macro, mais l'IA là-dedans. Alors je vais vous parler de l'IA et de l'IA générative parce que, évidemment, parmi toutes les fonctions de l'entreprise, le service client, l'expérience client et le marketing sont parmi les fonctions qui sont les plus impactées, y compris dans ceux qui sont vos partenaires, chez les agences notamment. Alors, il y a 5 tendances en particulier qu'on a identifiées pour l'année prochaine sur les agences. Je vous rassure, j'ai qu'un quart d'heure, donc je ne vais pas rentrer dans chacune d'entre elles. Mais il y en a une en particulier liée à l'IA qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que dans les agences internes, quand les entreprises veulent faire seules leur production de contenu, elles ont du mal, elles ne sont pas suffisamment matures sur l'IA générative et que du coup, dans une logique de baisse des coûts, il va y avoir davantage d'outsourcing sur des agences qui ont aujourd'hui, qui investissent beaucoup plus dans des plateformes de production de contenu. Donc ça, c'est un premier impact très très tangible avec beaucoup plus d'outsourcing vers les agences de contenu. Le search aussi, on estime que tout ce qui est Search Engine Optimization, en termes de budget, va tripler. C'est très important. Aujourd'hui, les marques, les grandes marques investissent des dizaines de millions d'euros dans du paid search. Et puis, en comparaison, j'ai envie de dire, pour forcer le trait, dans l'ordre de grandeur, quelques centaines de milliers d'euros dans le search organique et le SEO. Et on voit qu'il y a des acteurs qui tirent bien leur épingle du jeu et qui ont des solutions intéressantes à proposer dans ce domaine. Je pense à Botify. Et on voit bien que le search est en train d'évoluer de manière très très significative. Il y a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs. Perplexity est un acteur intéressant. Il y a des nouveaux modèles économiques qui vont arriver. Alors, j'ai lu ici ou là que c'était la mort de Google. Je vous rassure, on en est très, 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 très loin. Ce n'est pas du tout le sujet, parce qu'ils se réinventent aussi. Mais c'est surtout aussi les annonceurs. On parlait de retail média ce matin et les marques de retail qui comprennent bien qu'en fait, l'IA générative, ce qu'elle change, c'est qu'elle permet d'avoir un meilleur contexte et une plus grande capacité à décrypter l'intention de l'utilisateur. Donc un acteur comme Walmart, par exemple, aux États-Unis, a repensé son moteur de recherche sur le site pour intégrer cette logique de contextuel et de langage naturel et mieux capter le contexte de l'utilisateur. Ça ne veut pas forcément dire que derrière, en cascade, il va y avoir des actions qui vont être mises dans les entreprises. On parle beaucoup d'IA agentique. Aux États-Unis, on en parle de plus en plus en Europe et ça va s'accélérer l'année prochaine. C'est cette idée que finalement, quand vous avez eu quelque chose à effectuer, une transaction par exemple, il y a des tas et des tas d'étapes à faire et de systèmes d'information, une cascade. Et donc ça, cette cascade-là, elle se fait principalement aujourd'hui dans les logiciels et dans les process d'entreprise. Nous, on ne pense pas qu'en 2025, l'IA agentique va avoir un impact sur les collaborateurs de la fonction marketing. Ça ne va pas, entre guillemets, automatiser suffisamment de tâches pour réduire la taille des équipes marketing. Et d'un point de vue consommateur, ça ne va pas non plus devenir une réalité. Ça fait quand même un paquet d'années qu'on nous parle de cette logique d'agent qui, contrôlé de manière vocale, entre guillemets, ferait tout pour vous. Le conversationnel poussé à l'extrême qui irait presque faire des transactions en votre nom, un double de vous-même, une sorte d'algorithme, algorithm of you, comme disent mes collègues américains, qui aurait vos contextes, vos éléments, vos préférences, vos objectifs, et puis auxquels vous donneriez éventuellement l'autorisation d'aller s'interfacer avec les algorithmes des marques pour faire des transactions. Alors on commence à voir des éléments de recommandation, bien sûr, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver,
parce que dans les années qui viennent, on voit bien qu'il y a une accélération phénoménale de l'innovation autour de l'IA générative et une hybridation des technologies. Mais ce n'est pas ce à quoi on s'attend en 2025. On s'attend davantage à une augmentation des logiques conversationnelles, à tel point qu'on prédit que 20% des marques vont se lancer dans du commerce conversationnel. Il y en a déjà beaucoup qui font ça et qui font ça plutôt bien. On avait Thomas Métivier ce matin de Cdiscount. C'est très intéressant cette dynamique qu'ils ont mis en place parce que par rapport à des chatbots de première génération avec du NLU standard et une satisfaction qui objectivement n'était pas au rendez-vous, sur des chatbots de seconde génération basés sur de l'IA générative, on a un taux de satisfaction qui est très élevé, de l'ordre de 75, 80, 85, 90, 95% parfois. Et puis surtout, on a des taux de conversion qui sont élevés. Si on peut intégrer ce petit chatbot directement sur la bonne page produit, on va avoir des taux de conversion, et c'est une moyenne, c'est pas moi qui le dis, c'est Cdiscount, de 24%. Donc déjà, au-dessus de 20%, quand vous voyez le taux de conversion sur vos sites, ça donne déjà une idée du potentiel. Et puis surtout, en fait, quand vous avez des millions et des millions de produits, ce qui est le cas de Cdiscount, qui a un catalogue de l'ordre de 80 millions de produits, en fait, vous allez pouvoir faire du conseil à valeur ajoutée n'importe quand sur des produits un peu techniques. Là, c'est vidéoprojecteur, mais ça peut être des produits d'électroménager ou autres. Et du coup, vous pouvez faire un service client que vous ne pouviez pas faire auparavant avec des agents humains traditionnels. Donc il y a un retour sur investissement qui est évident parce que ça baisse le coût de traitement. Et du coup, là, il y a des gains de productivité. En général, ils ne sont pas aussi élevés que ce qu'on raconte. On est très loin des 50% que j'ai pu lire ici ou là. On est plutôt dans les services clients sur l'ordre de 7-8% en moyenne. Mais, il y a un mais, parce que malheureusement, ça va se traduire dès l'année prochaine par des pertes d'emplois, principalement pour les outsourceurs, pas pour tout le monde, parce que la majorité des marques vont d'abord conserver les services clients qu'elles ont en interne, mais va y avoir des répercussions en cascade sur les outsourceurs. On estime, nous, que 100 000 postes sont à risque dès l'année prochaine. Alors, c'est sur le service client. J'aimerais, je vous l'ai dit en introduction, parler un petit peu plus de l'expérience client au sens large. Et je crois que ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est qu'en fait, l'IA générative, elle va changer la façon dont on interagit avec les marques. Et elle va changer la façon dont on interagit avec la technologie. On est aujourd'hui principalement, quand on parle de digital, sur des interfaces graphiques. Des apps mobiles, des sites web. Et dans les mois et années qui viennent, on va basculer beaucoup plus sur des logiques conversationnelles. En fait, on va arrêter de faire porter la charge mentale sur le consommateur. Quand vous recherchez une information, en fait, c'est à vous de vous débrouiller sur un site web ou une appli pour essayer de comprendre comment le menu est structuré et où est l'information bien précise que vous recherchez dans un moment unique d'interaction avec une marque en fonction du contexte. Or, l'IA générative, c'est ça qu'elle va permettre, de décrypter plus rapidement le contexte et de mettre à disposition des insights partout dans l'entreprise et même de générer presque de nouvelles expériences à la volée. Alors, je dis parfois, pour forcer le trait, que c'est la fin des parcours clients tels qu'on les connaît. On n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est cette idée que, en fait, vous allez avoir une équivalence entre un code informatique, c'est du 0 et des 1, et le langage humain. Et on va pouvoir basculer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir, demain, quand je dis demain, c'est à un horizon moyen terme, 2, 3, 5, 10 ans, ça va prendre un certain temps, mais on va aller vers des parcours de plus en plus conversationnels. Et pour ça, il va falloir nourrir les LLM, ces fameux Large Language Models, ou en tout cas aller vers des Small Language Models qui sont basés sur une marque bien spécifique et nourrir ces algorithmes et ces modèles avec les données spécifiques à vos marques. Évidemment, tout ce qui est tone of voice, les centaines de milliers de photos, d'images produits que vous avez, et tout ce qui fait, j'ai envie de dire, le style et l'unicité de la marque. Évidemment, sur ce que vous savez de vos consommateurs, sur la performance passée des campagnes, les taux de conversion et tout ce que vous avez historisé avec vos partenaires médias et avec vos agences, mais aussi avec ce qu'on a appelé le talent graph, c'est-à-dire finalement la capacité à prompter les compétences spécifiques de vos équipes.
Et ça va alimenter des modèles uniques à une marque. Donc ce sont des investissements qui sont conséquents, qui prennent du temps et dont les bénéfices vont s'étaler dans le temps. Aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué, on est principalement sur de l'automatisation des tâches. La plupart d'entre vous avaient testé des logiques de reformatage de contenu. On déploie automatiquement des graphiques très rapidement qui sont optimisés pour les différents types de médias, de réseaux sociaux. On va générer des présentations, etc. On est sur des cas plus avancés, sur de la productivité, où on va là davantage générer un brief, où on va générer du code, comme je l'évoquais. Et puis il y a des cas d'usage un peu plus matures, qui existent beaucoup, il n'y en a pas tant que ça en production, où on va aller sur davantage de la qualité, de la génération de nouveaux produits, de la génération de nouvelles expériences, mais qui vont s'intégrer dans des workflows existants, dans des outils existants. L'IA est un outil. Et pour ça, il va falloir former assez radicalement beaucoup des collaborateurs. Donc ça va prendre du temps, mais c'est vrai que quand on regarde les cas d'usage aujourd'hui, dans les interactions qu'on a, nous, avec nos clients, ils nous disent des cas d'usage, ce n'est pas le problème, j'en ai des dizaines, j'en ai des centaines, j'en ai des milliers pour toutes les fonctions. On voit qu'ils sont très centrés sur la productivité des collaborateurs, sur l'expérience client, le service client, l'optimisation marketing, donc ce qui a peu près nous réunit dans cette salle, mais la difficulté, c'est de les prioriser. Et puis, c'est de passer du POC à la prod, et de la prod à l'industrialisation à grande échelle. Et c'est là que la différence va se faire entre ceux qui, entre guillemets, testent dans un coin, et puis ceux qui ont les moyens de déployer à l'échelle. Et le fossé va se creuser entre les uns et les autres. Mais c'est difficile, ça a été évoqué dans la table ronde avant, il y a beaucoup de freins, d'obstacles, en particulier évidemment la data, le respect de la vie privée, les enjeux de sécurité. On crée au bout d'un moment, on a dit arrêtez de jouer dans votre coin, on va mettre tout ça, on va sécuriser, on va mettre des guidelines, puis plus personne ne joue et on est non plus, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, sur du BYOD, mais sur du BYAI. Chacun teste dans son coin l'IA, mais sans forcément que ce soit sécurisé. Et puis, il y a un problème de maturité, de compétences, souvent en interne, au niveau des collaborateurs, qui bien souvent ont besoin d'être rassurés, parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une certaine crainte que ça vienne prendre le job de ces personnes. Or, ce n'est pas l'enjeu, c'est vraiment évidemment de développer des nouvelles compétences. Et juste pour terminer, avant que la musique ne s'intensifie, je voudrais insister sur deux points qui me paraissent extrêmement importants. On parle trop d'IA générative et vous allez avoir cette année un retour sur l'IA prédictive, l'IA qui existait avant l'IA générative et qui existait depuis longtemps, qui est plus efficace sur bien des modèles, qui passe à l'usage, qui est moins coûteuse et qui a un impact environnemental bien moindre. Donc il va falloir anticiper et mieux mesurer le ROI et être pragmatique. On n'a pas besoin de l'IA générative pour tout. Et surtout, il va falloir former les collaborateurs, développer la confiance au niveau du leadership, au niveau du management et au niveau des collaborateurs. Et juste pour donner un ordre de grandeur, puisque je disais les agences vont être impactées, Publicis, son plan IA, c'est 300 millions de dollars. Sur ces 300 millions de dollars, il y en a 50 qui sont dédiés à la formation des collaborateurs. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si ça vous intéresse de télécharger la présentation et nos prédictions, vous avez le petit QR code et mes coordonnées. Je vous remercie et je laisse la place. Merci beaucoup Thomas.